Bien, bonjour à toutes et à tous. Messieurs les ministres, Anicet Le Pors et Jean-Marie Le Guen, Monsieur François Deluga, président du CNFPT, Mesdames et Messieurs les présidents des centres de gestion, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Messieurs les présidents de la NDCG et de l'Association des DRH des grandes collectivités, M. Massimi, directeur du Conseil sup. Dans un instant, à l'ouverture de cette matinée, sera projetée une vidéo de M. Gérard Larcher, président du Sénat, qui est consacrée donc à l'évolution des modes de gestion territoriaux. Monsieur le Président du Sénat, en dépit d'un emploi du temps surchargé, a tenu à nous délivrer un message et je l'en remercie très vivement. Cette vidéo, vous le constaterez, introduit parfaitement notre deuxième journée du Congrès. Le statut de la fonction publique garantit l'indépendance des agents et la qualité des missions de service public. Le service public est animé par trois principes: la continuité, l'égalité et l'adaptation. Cette dernière qualité a largement été éprouvée par le contexte budgétaire actuel qui laisse souvent les élus locaux face à un paradoxe: faire mieux avec moins. Ainsi, avec les réformes territoriales successives, les administrations ont mené ces 30 dernières années de profondes réformes de leur système de gestion des ressources humaines, avec toujours pour objectif premier d'offrir le meilleur service public possible aux usagers. L'évolution du statut des fonctionnaires est une question délicate. Toutes les opinions s'expriment, certains prônant sa suppression, excepté pour les missions régaliennes, d'autres souhaitant de très forts rapprochements avec le secteur privé ou encore de simples assouplissements. Le débat est largement ouvert. Pour autant, notre position est ferme. Le statut doit rester le socle fondateur de la fonction publique et sa capacité d'adaptation a déjà été démontrée à de très nombreuses reprises. Cette journée sera l'occasion de dresser un bilan de ces évolutions et d'examiner la situation de l'emploi territorial et les enjeux à venir. Ainsi, ce matin, notre première table ronde sera consacrée à la question « Comment faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale ?» Nous avons l'honneur, un immense plaisir d'accueillir M. Anicet Le Pors, ancien ministre délégué auprès du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives, qui interviendra en introduction de cette table ronde et participera à notre débat. Je vous remercie très vivement, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de participer à notre congrès pour nous livrer votre regard d'expert du statut, vous qu'on a coutume d'appeler le père du statut, qui est actuellement d'ailleurs dissipé par mon premier vice-président, Loïc Corret. Après le déjeuner, deux ateliers thématiques vous seront proposés de 14h30 à 17h. Le premier atelier concernera l'expertise technique des centres de gestion, un appui de confiance aux collectivités et établissements. Cet atelier sera l'occasion de présenter les problématiques rencontrées par les collectivités et les structures intercommunales, puis les outils techniques, juridiques et déontologiques mis en place par les centres de gestion. Il sera évoqué, je n'en doute pas, les initiatives des centres de gestion dans les domaines tels que la médiation préalable, le référent déontologue, les services de santé et sécurité au travail, la dématérialisation ou encore la protection des données. Je veux ici remercier Philippe Gazagne, président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
qui est référent national pour la médiation pour la juridiction administrative. Le second atelier aura pour thématique la mise en place d'un projet d'administration ou de service, le rôle d'accompagnement des centres de gestion. Le projet d'administration constitue un cadre de référence. Il permet de rappeler les valeurs de la collectivité ou de l'établissement, les règles d'organisation et de fonctionnement, d'améliorer la coordination et les outils, d'organiser les relations avec les satellites, les structures de mutualisation, les usagers. Alors que le projet d'administration constitue un outil fédérateur et de pilotage, le projet de service en est une déclinaison permettant de situer le travail de chaque service et des agents qui le composent. Un projet de cette ampleur nécessite souvent un accompagnement extérieur. Dans le cadre de leur mission de conseil en organisation, les centres de gestion proposent des outils, des démarches, une méthode de travail sur les aspects internes d'organisation et sur la faisabilité technique, financière, humaine de tel ou tel projet de transfert de compétences, de réorganisation de services, de mutualisation. Madame Émilie Chalas, qui aurait dû également être ici à nos côtés, va intervenir là aussi par une intervention vidéo. Elle est députée de l'Isère et spécialement attentive aux évolutions et projets de réforme de la fonction publique territoriale dans sa fonction à l'Assemblée nationale. Je vous laisse prendre connaissance du message de Monsieur le Président du Sénat avant d'écouter l'intervention de Monsieur le ministre Anicet Pons. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite que cette journée de travail soit la meilleure possible, soit fructueuse. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Fédération nationale des centres de gestion, cher Michel Hiriard, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes des centres de gestion, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs, sincèrement, je regrette de ne pas être parmi vous à ce congrès, mais par ces quelques images, je me permets de vous adresser un message qui ne résume pas, mais qui se veut le prolongement de l'entretien que j'ai eu récemment avec votre président, Michel Hiriard. Depuis votre dernier congrès, c'était en juin 2015, les collectivités territoriales ont connu de nombreux changements. De nouvelles régions ont vu le jour. La loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République a été adoptée et mise en œuvre. Elle a occasionné une importante et parfois difficile réorganisation de l'intercommunalité. La révolution silencieuse des communes nouvelles s'est poursuivie. Du côté financier, la baisse des dotations a été drastique. Et désormais, un cadre d'une contractualisation financière avec l'État se met en place pour les collectivités, non sans difficulté, et notamment pour les collectivités qui ont les budgets parmi les plus élevés. Ces évolutions n'ont pas été sans impact. Sans impact pour les élus locaux comme pour les personnels de la fonction publique territoriale qui leur apportent aux élus au quotidien un appui précieux, un appui indispensable dans une société chaque jour plus complexe. Dans ce contexte, je veux vous dire que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales au plan constitutionnel, défend avec force le principe de libre administration et le principe d'autonomie financière des collectivités. Cela inclut naturellement la liberté de gestion des personnels. C'est une position que nous avons portée lors de l'examen des mesures relatives à la contractualisation financière, mais aussi à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, dont nous ne connaissons pas encore réellement les conséquences. C'est une position que nous allons défendre
lors de l'examen du projet de révision constitutionnelle. L'article 1er de notre Constitution dispose que l'organisation de notre République est décentralisée. Alors, il nous faut faire vivre pleinement la décentralisation. N'oublions pas les effets si bénéfiques qu'elle a eus pour notre pays depuis 1982. Ne plions pas sous l'effet du vent de la recentralisation, un vent que nous sentons souffler aujourd'hui. Je crois que plus que jamais, y compris dans leur expression telle qu'elle s'est manifestée au premier tour de l'élection présidentielle d'une France divisée et fracturée, je crois que nos concitoyens ont besoin de repères et de proximité. Les élus locaux forment cette trame indispensable à la vitalité démocratique de notre pays, une trame indispensable à la cohésion républicaine et sociale, dans les territoires ruraux comme dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et je veux saluer leur engagement, votre engagement, et je n'oppose jamais métropole, espaces ruraux, mais nous avons besoin de ces espaces ruraux, nous avons besoin de ces villes moyennes, nous avons besoin de quartiers qui soient reconnus dans la République. C'est cet engagement qui vous a permis, dans un contexte de réformes nombreuses, de restrictions budgétaires, de continuer à agir au service de nos concitoyens, en développant, vous, des solutions innovantes, quel que soit l'échelon territorial. Cet engagement, cette faculté d'adaptation, on les retrouve naturellement chez les agents de la fonction publique territoriale qui travaillent au service de nos collectivités. Le dernier rapport des centres de gestion et les données de la Direction générale des collectivités territoriales montrent qu'en 2017, les effectifs d'agents titulaires de la fonction publique territoriale ont baissé de 0,3%. Seules les intercommunalités et les régions ont vu leur effectif progresser. C'est naturellement le résultat d'efforts de gestion engagés par les élus locaux. Bien sûr, au travers de la contrainte financière qui les a amenés à mutualiser, à restructurer des services. Autant d'actions que les centres de gestion ont su accompagner en offrant leurs conseils. Le gouvernement a ouvert une réflexion plus générale sur la fonction publique, et en particulier la fonction publique territoriale. Il prône une plus grande souplesse pour les employeurs territoriaux. Cette idée, nous l'accueillons favorablement. L'idée de faciliter la gestion locale, de donner plus de marge de manœuvre aux employeurs. Cela soulève par ailleurs une question de gouvernance et de représentation des employeurs publics territoriaux, sur lequel, je le sais, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et son président Philippe Laurent travaillent. Mais prenons garde à ce que les libertés promises en matière de fonction publique territoriale ne soient en fait qu'une mesure de compensation d'un mouvement de recentralisation qui, lui, est bien réel, qui rognerait petit à petit, au fond, et l'autonomie financière et la libre administration des collectivités. C'est un point auquel le Sénat est attentif. Il y va de l'intérêt de nos collectivités, de l'avenir du service public de proximité, attentif que nous sommes aussi, bien sûr, aux élus, mais aussi aux agents de la fonction publique territoriale. Notre commission des lois a donc confié à notre collègue que vous connaissez bien, Catherine Di Folco, aujourd'hui sénatrice du Rhône, ancienne présidente du centre de gestion de ce département, une mission de réflexion sur les enjeux de l'évolution de la fonction publique territoriale. Elle a notamment auditionné votre président Michel Iriart et fera part à la commission des lois de ses orientations la semaine prochaine, le 13 juin. Je veux vous dire que nous sommes convaincus au Sénat de l'importance de disposer d'une fonction publique territoriale de qualité, qui n'ait pas peur de l'avenir, qui n'ait pas non plus l'inquiétude qu'elle n'aurait pas d'avenir. Les centres de gestion emmenés par des élus motivés y contribuent. Je sais qu'ils sauront trouver, je n'en doute pas,
des voies et moyens d'optimiser encore les services qu'ils offrent aux collectivités. Voilà pourquoi, comme président du Sénat, mais aussi notre commission des lois, nous attendons avec beaucoup d'intérêt la contribution que vous ferez à nos travaux à l'issue de vos débats. Je vous souhaite donc un excellent congrès. Mais je veux vous assurer par ce message que ce n'est pas simplement un message de sympathie, de courtoisie, mais un message d'attention dans les temps qui viennent. Et votre Fédération nationale des centres de gestion sera étroitement associée aux réflexions que nous conduirons, que ce soit au plan législatif, au plan constitutionnel. Très bon congrès. Bonjour à tous. Je vais proposer à Anissé Le Porce de démarrer son intervention. Si vous êtes bien là-bas, comme vous le souhaitez. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président Michel Diriart, je veux vous remercier et par là remercier la Fédération nationale des centres départements de gestion de m'avoir invité. La fonction publique territoriale doit-elle évoluer, évidemment, et son statut aussi. Un texte de cette ampleur qui n'évoluerait pas serait promis à la sclérose et à la disparition. Il doit changer avec l'évolution des besoins, avec le développement technologique, avec les changements de contexte qui interviennent au plan national comme international. Je veux peut-être, pour commencer, faire une remarque de méthode. Pour faire de nombreux débats de ce type, je me suis rendu compte que souvent on mélangeait les questions statutaires et les questions de gestion. Bien entendu, elles sont interactives, mais dans la mesure du possible, je crois qu'on gagne en richesse du débat en s'efforçant de bien les identifier dans ce débat. Je crois qu'il faut tout d'abord commencer par tirer les leçons de l'expérience, maintenant longue puisqu'elle aura duré 35 ans. Quelle était la situation avant 1981 ? J'emprunte à Olivier Schrammeck, qui était conseiller technique de Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, et qui a écrit en 1995 un livre chez Dalloz que vous connaissez sans doute, « La fonction publique territoriale ». À l'époque, la fonction publique territoriale, c'était 800 000 agents dans une administration quelque peu désordonnée, peu mobile, avec des agents qui se disaient assimilés fonctionnaires et étaient sujets d'une certaine humiliation par rapport à leurs homologues de l'État. C'était une fonction publique de métier qui associait étroitement métier et emploi et par là rendait l'emploi vulnérable car susceptible d'être entraîné par la précarité du métier. Quelle est aujourd'hui la situation de la fonction publique territoriale en général ? C'est 1 800 000 fonctionnaires à part entière, dont les documents que vous nous avez distribués disent que c'est une fonction publique de qualité, compétente, intègre, c'est vrai, mais qui connaît des dysfonctionnements, c'est vrai également. Mais c'est une fonction publique qui est vivante et qui est une fonction publique de carrière. C'est-à-dire que la vie professionnelle dans son ensemble est gérée par le statut et les statuts particuliers, protégeant le fonctionnaire, mais surtout garantissant l'administration vis-à-vis de toute protection partisane, économique ou politique. Je crois donc que le contraste entre les deux situations n'appelle pas de longs commentaires. 35 ans les séparent. Pourquoi avons-nous des raisons de considérer que, dans l'ensemble, car rien n'est parfait, les choix qui ont été faits à l'époque sont des choix pertinents ? Je les énumère tels qu'on peut les
s'identifier avec la distance. Le premier choix a été de faire celui du fonctionnaire citoyen. C'est pour moi un point de départ, mais c'était surtout un point d'aboutissement. Pendant tout le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, les agents publics étaient soumis au pouvoir hiérarchique, autoritaire, qui brandissait la menace d'un statut pour renforcer la discipline. Les associations et les syndicats dénonçaient alors ce qu'ils appelaient un statut carcan. C'était la conception du fonctionnaire sujet. Les fonctionnaires, en retard sur le privé, ont peu à peu acquis, surtout par la voie jurisprudentielle, des garanties. Et le grand mérite des hommes de la libération, dans l'inspiration du programme du Conseil national de la résistance, c'est d'avoir eu le courage de saisir l'outil juridique qu'était le statut pour lui donner un contenu, cette fois démocratique, inverse de celui qui était brandi précédemment. Ils ont ainsi formalisé la conception du fonctionnaire citoyen qui permettait au ministre de la fonction publique de l'époque, vice-président du Conseil, Maurice Thorez, de conclure un débat de 4 heures seulement sur 145 articles votés à l'unanimité. Désormais, avec le statut, le fonctionnaire est un homme et non plus le rouage impersonnel de la machine administrative. Le deuxième choix a été celui de la carrière, je viens d'en parler. Et c'est le résultat du choix qu'a fait François Mitterrand en 1981 de donner la priorité à la décentralisation et d'en confier le soin de la mise en forme à son ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, qui a fait un projet qui mentionnait dans son article 1er le renforcement des garanties statutaires pour les agents publics territoriaux. Je me suis aperçu rapidement qu'il s'agissait simplement d'un renforcement de la fonction publique d'emploi qui existait, apportant certes une amélioration, mais faisant aussi courir le risque qu'il y ait ensuite dans la fonction publique française 2 types de fonctions publiques. Une fonction publique de carrière pour l'État, une fonction publique d'emploi pour la fonction publique territoriale. Et comme en économie, vous savez que la mauvaise monnaie chasse la bonne, eh bien, il y avait le risque que le statut précaire n'entraînât avec lui l'ensemble du dispositif du statut des fonctionnaires. Je suis donc intervenu le 27 juillet 1981, 5 semaines après mon entrée en fonction, et avec l'accord du Premier ministre Pierre Mauroy, pour dire qu'il ne fallait qu'une fonction publique en France sur un système unique, le système de la carrière. Le deuxième choix a donc été celui de la carrière. Le troisième choix est un choix qui vous concerne directement et qui a été et reste délicat. C'est celui de l'arbitrage que l'on doit faire entre unité du dispositif et respect de sa diversité. Où mettre le curseur entre ces 2 principes? C'est ce qui a donné naissance à la fonction publique à 3 versants. Sur la base de 4 lois, la première, titre 1er, portant droits et obligations des fonctionnaires, les 3 autres, respectivement, concernant les spécificités des fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers. Donc, 3e choix, le choix de cet équilibre délicat. Le 4e choix est quelque chose à quoi j'ai tenu particulièrement, car je savais qu'il ne suffisait pas d'assurer la cohérence d'une architecture juridique, il faut qu'elle soit aussi ressentie comme relevant de principes allant au tréfonds de la culture républicaine. Et donc, je me suis efforcé, et je le fais depuis 35 ans, de dire que cette construction est basée sur 3 principes qui ont leur origine dans l'histoire de France. Premier principe, le principe d'égalité,
qui a sa source dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les agents publics ont un égal accès aux emplois sur la base de leurs capacités, sans distinction que celle de leur talent et de leur vertu. On en a déduit que c'est par concours que l'on entre dans la fonction publique, concours suivi d'une liste d'admis par ordre de mérite. Deuxième principe, le principe d'indépendance, dont la référence est la loi sur les officiers de 1834, qui fait que l'officier est propriétaire de son grade si l'emploi est à la disposition de son administration. Et troisième principe, le principe de responsabilité, qui se réfère à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'agent public doit rendre compte à la société de l'exercice de sa mission. Et c'est pour ces raisons, à mon avis, cohérence de l'architecture juridique et fondement sur des principes républicains référés à l'histoire, que l'on doit la durabilité de 35 ans, donc, de cet ensemble et son adaptabilité, j'y reviendrai. Il a manifesté ainsi, malgré tout, une grande solidité. Je dis malgré tout parce qu'il a été l'objet constamment d'offensives plus ou moins brutales et de ce qu'un de mes collègues du Conseil d'État a appelé des transformations souterraines plus sournoises. Les offensives brutales, c'est d'abord la loi Galland du 13 juillet 1987 qui, dans un esprit un peu rancunier pour revenir quelque peu vers une fonction publique d'emploi, a changé le mot corps en cadre, sans qu'il y ait aucun effet au fond, mais surtout a restauré la liste par ordre alphabétique, le système des reçus collés, ce qui a mis plus d'opacité dans la comparaison des situations. Et mettant plus d'opacité, a freiné la mobilité entre les fonctions publiques. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui ont soutenu la loi Galland, qui accusent aujourd'hui le statut de rigidité et de défaut de souplesse. Ensuite, il y a eu un rapport du Conseil d'État dont il convient de retenir une seule phrase. Il faut faire du contrat une source autonome du droit de la fonction publique. Cette idée devait prospérer. On la retrouve dans le discours du président Nicolas Sarkozy du 19 septembre 2007 à l'Institut régional d'administration de Nantes, où il déclare « Il faut mettre en concurrence avec le concours le contrat de droit privé négocié de gré à gré. » Et pour le traduire concrètement dans le statut, il a chargé Jean-Ludovic Silicani de lui remettre un livre blanc qui a été effectivement remis en avril 2008. Mais à cette époque, c'était la crise financière. Et de tous bords, il s'est dit que la France avait finalement un bon moyen anti-crise dans cette disposition qui était la sienne d'avoir un service public étendu. Véritable, c'est le mot des journalistes de l'époque, amortisseur social, du point de vue de l'emploi, du point de vue de la consommation, donc de la production, du point de vue des protections sociales et de retraite, et j'y ai ajouté d'un point de vue moral, car effectivement, la fonction publique française est intègre, ce qui contrastait avec l'immoralité de la spéculation financière à l'époque fauteuse de crise. À la suite de cet échec du président de la République, dont il faut se souvenir aujourd'hui pour simplement constater que ça peut exister, on est aussi amené à faire le compte de ces transformations souterraines. On a compté 225 modifications législatives du statut pendant les 30 ans qui ont suivi son adoption.
30 pour le titre premier, droits et obligations, 50 pour la fonction publique de l'État, 84 pour la fonction publique territoriale, 61 pour la fonction publique hospitalière. C'est donc bien la fonction publique territoriale qui était visée par ces dénaturations, car ce sont pour l'essentiel des dénaturations. On voit donc que ce n'est pas sans mérite que la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, a su résister à ces attaques plus ou moins franches. Mais attaquer un statut comme celui-là, je dirais que c'est la normalité. Et c'est même une chance, car ça nous permet ainsi de vérifier la validité des choix qui ont été réalisés. Alors, je dis un mot quand même du quinquennat de François Hollande, bien qu'il n'a pas opéré d'attaque frontale contre le statut. Il a produit des textes et avancé des propositions et quelques réalisations qui sont positives, avec le rapport Pêcheur, la loi du 20 avril 2016 de Marie-Lise Lebranchu, puis un rapport demandé par Manuel Valls au Conseil économique, social et environnemental en juillet 2016, qui a été remis en janvier 2017. On pouvait se demander pourquoi si tard un rapport sur l'avenir de la fonction publique, en effet. Je ne dirai pas grand-chose de la situation actuelle, d'abord parce qu'il n'y a pas de représentant du gouvernement. Il est toujours désagréable de parler de personnes qui sont en charge alors qu'elles ne sont pas là. Il nous aurait dit probablement que le statut ne sera pas supprimé. Non, il ne le sera pas, et je n'ai jamais pensé qu'il serait supprimé. On ne l'a pas supprimé, le statut particulier à France Télécom, et on ne supprime pas non plus celui des cheminots. On se bornera sans doute à contourner le statut pour le mettre en extinction sur la base d'un recrutement massif de contractuels qui prendront les places les plus enviables, bénéficieront des promotions et confineront les fonctionnaires dans des rôles subalternes. Je veux maintenant peut-être répondre brièvement aux 4 questions que vous m'avez posées dans le programme. La première, vous me demandez quelles sont les réformes les plus importantes que ces 35 années ont connues. J'ai déjà répondu, la loi Galland, les 225 mesures. J'ajoute 2 faits pour compléter et pour dire que le statut en 83, 84, 86 a été soutenu par tous les syndicats. Aujourd'hui, la politique de l'actuel gouvernement est mise en cause par tous les syndicats. S'agissant des élus, c'est un peu l'effet inverse, encore que difficile à saisir. En 1983, la plupart des élus étaient réservés, voire hostiles. Ils craignaient que ce statut n'empiétât sur leurs compétences. On pouvait le comprendre. Et puis finalement, pour en côtoyer quelques-uns quand même, je pense qu'aujourd'hui, ils sont peut-être pas convaincus, mais plus satisfaits quand même de voir que ce statut finalement leur donne un cadre juridique sécurisant pour leur gestion. La deuxième question que vous posiez, c'est de savoir s'il n'y avait pas contradiction, elle a été évoquée par le président Larcher, entre unité de la fonction publique et diversité. C'est vrai qu'il y a contradiction entre l'article 1er de la Constitution et l'article 72, qui pose le principe de libre administration des collectivités territoriales. Mais il n'y a pas lieu de s'en offusquer, et la contradiction, c'est la vie. Et on n'en finit pas d'accumuler la jurisprudence au Conseil d'État pour traiter des contradictions de notre État de droit. C'est même l'art de la politique d'apporter des solutions à des situations contradictoires. Il y a bien contradiction. Et la solution, elle est à discuter. C'est celle de cette fonction publique à 3 versants. Où mettons le compteur
Et à vrai dire, il n'a pas de raison de rester toujours au même endroit, si on souhaite le faire évoluer dans un sens ou dans l'autre. Mais si on pousse le raisonnement aux extrêmes, on voit bien quels sont les dangers. Si on va dans le sens d'une unité excessive, cela se traduirait par une seule loi qui homogénéiserait toutes les dispositions pour tous les fonctionnaires. On ferait vite, sans doute, à reparler du statut carcan. Et la fonction publique territoriale se trouverait dans sa spécificité et la diversité qui fait sa richesse, sans doute engloutie dans ce système. Si on pousse le raisonnement à l'autre extrême, c'est-à-dire une balkanisation de la fonction publique, à ce moment-là, la balkanisation aura pour effet une différenciation avec des fonctions publiques qui apparaîtront plus nobles que d'autres. Et à ce moment-là, je crois que la fonction publique territoriale aussi a beaucoup à perdre si cette comparaison devait se traduire statutairement. Troisième question que vous m'avez posée, celle de savoir s'il y a compatibilité entre la durée de la vie professionnelle, qui est maintenant supérieure à 40 ans, et puis l'évolution des métiers. Je crois que, d'abord, je ne comprends pas très bien cette question, et puis je pense surtout que c'est lorsqu'on dispose d'une perspective qui est celle de toute une vie professionnelle qu'on est le mieux à même à faire de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences et de prévoir toutes les formations successives que l'on veut pour aider le fonctionnaire, le cas échéant, à changer de métier pendant sa carrière après qu'on ait reconnu sur la base de son concours de départ, qu'il avait la dignité suffisante et les connaissances nécessaires pour exercer une fonction publique. Un ingénieur en chef des ponts et chaussées, Serge Valmont, il y a une vingtaine d'années, a fait un rapport sur les et multi-carrières, qui est déjà partiellement pratiqué aux ponts et chaussées. Je crois que c'est la solution. Alors on dira, ça coûtera très cher. C'est vrai, ça coûtera très cher. Mieux vaut le savoir, mais on ne peut pas demander la réalisation d'un objectif si on en refuse les moyens. Et ceux-là sont des moyens d'honneur, en quelque sorte, puisque ça assure la consécration toute une vie d'une qualification, voire de plusieurs qualifications successives. Enfin, dernière question, le dialogue social ou la confrontation ? Je peux vous dire que quand nous avons refait les textes de la fonction publique en 1983, c'est-à-dire tous les textes législatifs et réglementaires à peu près, sauf un, et les significatifs, le décret sur la notation, que nous n'avons pas pu mener à bonne fin en 3 ans, eh bien, il n'y a jamais été question à ce moment-là de dialogue social. Pourquoi ? Parce que la négociation était notre manière de faire permanente. Vous ne trouverez pas un des partenaires de l'époque pour dire qu'il n'y a pas eu assez de discussions. Je pense qu'il y en a eu trop, qui nous ont fait perdre un certain temps. On aurait pu aller plus vite, mais c'était un changement qui impliquait aussi qu'on fasse attention à cette question. Aujourd'hui, on parle du dialogue social parce que, comme aurait dit autrefois André Bergeron, il n'y a pas de grain à moudre, ou bien parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une véritable négociation. Alors, comme il n'y a ni grain à moudre, ni volonté effective, alors il reste à dialoguer sur le dialogue. J'aurais terminé en avançant en conclusion 2 idées qui peuvent prendre place dans le débat. La première, tournée sur le long terme historique, met en évidence, selon moi, 2 tendances lourdes. La première, c'est une expansion administrative continue, à la fois au plan local et au plan national, qui a comme source une autonomisation de l'appareil d'État et des appareils administratifs locaux sur la base d'une sécularisation croissante du pouvoir politique. Donc, expansion administrative. Deuxième tendance lourde, une socialisation des financements publics. Socialisation qui est là pour assurer la cohésion sociale et pour répondre aux besoins fondamentaux
les plus importants et régulièrement croissants. C'est la deuxième tendance lourde. Et la question qui se pose, si ces tendances lourdes sont irréversibles, alors il n'est au pouvoir d'aucun gouvernement de les renverser. Et c'est pour les fonctionnaires la garantie qu'ils peuvent penser leur avenir sur des tendances d'expansion, donc de validation de leur existence. Je laisse cela à votre méditation. Et ma deuxième idée est la suivante. Elle est tournée cette fois vers l'avenir. L'intellectuel catholique René Raymond a dit que le XXe siècle avait été un siècle prométhéen, caractérisé par des grands ensembles quelque peu totalitaires et par des idéologies messianiques ou, comme l'a dit Raymond Aron, des religions séculières. Tout cela s'est effondré et on est aujourd'hui sur une sorte de champ de ruines des idées et des corpus. Et on s'interroge, faute de repères, sur ce que sera l'avenir. J'ai écrit il y a 25 ans un livre qui voulait dire cela, intitulé « Pendant la mue, le serpent est aveugle », ce qui est vrai. Et nous sommes, je crois, dans une situation comme celle-là, qui est une situation au demeurant naturelle, mais qui appelle deux types de réponses. La première, à mon avis, c'est celle des libéraux, des partisans du marché, de la contractualisation à outrance, qui disent eh bien, la démonstration a été faite, le libéralisme a conquis le monde, c'est un horizon indépassable, c'est la fin de l'histoire, titre du livre de Fukuyama. La fin de l'histoire, c'est quand même pas très moderne. Et puis, il y a l'autre attitude qui consiste, comme je le fais personnellement, à considérer qu'on est dans un monde de plus interdépendant, un monde d'interconnexion, de coopération de toutes sortes, de solidarité. Et toutes ces expressions se condensent en France dans un concept qui est le service public. Alors je me hasarde à penser, pas sur la base d'une foi, mais sur la base de la raison, que pour ces raisons, le XXIe siècle pourrait être finalement l'âge d'or du service public. Il ne reste plus qu'à en convaincre les usagers, les élus et les fonctionnaires. Comme aurait dit le général de Gaulle, vaste programme. Merci beaucoup Anicet Le Pors d'avoir comme ça survolé 35 ans de fonction publique et très belle conclusion et très optimiste, positive, parce que bon, vous avez quelques constats aussi sévères, voire inquiétants. On va en reparler durant notre table ronde, mais c'est vrai que cette conclusion nous a donné une belle touche d'espoir. Donc, table ronde, on va rentrer un petit peu dans le détail de la réforme qui se profile. Donc, je vais vous présenter nos différents intervenants. On devait avoir, comme vous disiez tout à l'heure, Michel Irayar en introduction, en début de table ronde, Émilie Chalas, qui est députée de l'Isère et également présidente du groupe de travail fonction publique à l'Assemblée, qui ne peut pas être avec nous, et on aura une petite vidéo d'elle. Donc, je pense qu'on va démarrer par ça. Avant ça, je vous présente nos différents intervenants de cette grande table ronde, qui a également des grands témoins. Je remercie Anicet Le Pors déjà de rester avec nous. Je pense qu'il ne se gênera pas de réagir sur certaines choses, parce que là, comme on va rentrer dans le détail de la réforme, je pense qu'il y a des aspects sur lesquels il a certaines opinions. Donc tout d'abord, Loïc Corret, qui est vice-président de la Fédération, qui est maire de Lamballe, et qui est président du centre de gestion Côte d'Armor. Bon, beaucoup d'autres fonctions, d'autres mandats, mais je ne vais peut-être pas tous les citer.
À sa gauche, Jean-Robert Massimi, qui est directeur du Conseil supérieur de la FPT, le CSFPT. François Deluga, président du CNFPT. À sa gauche, Jean Teuret, qui est DGA ressources à la ville et la métropole de Rennes, et qui est également président de l'association des DRH de grandes collectivités territoriales. C'est peut-être plus avec cette fonction qui sera présent, qu'il interviendra durant cette table ronde. Et l'autre grand témoin, c'est Jean-Marie Le Guen, donc ancien ministre des secrétaire d'État, des relations avec le Parlement dans le précédent quinquennat, et aujourd'hui, vous me corrigez si je dis une bêtise, vous êtes conseiller du président de la société de courtage en assurance, Siachi, je crois, Saint-Honoré. Donc vous exprimerez, vous réagirez en tant qu'ancien élu, ancien politique, mais j'ai envie de dire aussi en tant que citoyen, comme vous m'aviez dit l'autre jour. Je pense que c'est une belle définition, et le citoyen est le premier concerné par cette réforme. Il ne faut jamais l'oublier. Vous avez parlé du service public tout à l'heure, parce que la fonction publique, c'est avant tout pour servir le service public. Je pense qu'on va passer la petite vidéo d'Émilie Chalas, et après on pourra démarrer notre débat et peut-être vous faire réagir à ce qu'elle va nous dire. Alors d'abord, bonjour à tous. Mille excuses de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'aurais beaucoup aimé pouvoir échanger avec certains d'entre vous que je connais déjà et que je salue au passage. Mais voilà, les obligations parfois de l'Assemblée nationale nous contraignent à quelques jours près à des obligations. Et là, je ne pouvais pas effectivement me soustraire à mes obligations parisiennes. Donc encore une fois, mille regrets de ne pouvoir être avec vous. Comment finalement adapter la fonction publique à la société contemporaine? En fait, l'objet est triple, c'est de dire comment adapter les services publics à la demande et aux attentes des usagers, comment faire en sorte que les fonctionnaires eux-mêmes changent de perspective et de dynamique au sein de leur carrière et de leur métier au quotidien, et comment pour les collectivités redonner du sens aux services publics, prioriser ces services, et aussi évidemment la question du financement de ces services et donc de la ressource humaine associée. Donc à partir de là, pour ces trois catégories, il y a effectivement un enjeu de transformation, de modernisation de la fonction publique. Et c'est là qu'on arrive dans le grand bloc que va porter le gouvernement, c'est-à-dire libérer, assouplir la question de la fonction publique, mais aussi protéger. Donc on est vraiment sur ce double rapport de libérer et d'assouplir la fonction publique, mais aussi de protéger les carrières, les chemins de chacun des agents qui sont en territorial, en hospitalière ou à l'État. Sur la question des collectivités territoriales, il y a un enjeu fort. Il y a un enjeu fort parce qu'effectivement, il y a quand même une spécificité dans la fonction publique territoriale, c'est la pluralité des employeurs. Donc, il est prioritaire pour chacun des élus locaux et des collectivités de retrouver une forme de souplesse dans la gestion des équipes, à la fois pour gérer leur masse salariale dans le temps et faire de la gestion prévisionnelle, mais aussi pour changer les collaborateurs en fonction des services publics que l'on veut faire émerger et d'avoir une revitalisation, j'allais dire, de la masse salariale et des services publics. Donc c'est évidemment un enjeu capital, et à partir de là, il y a plusieurs façons d'y arriver. Évidemment, l'enjeu pour 2020-2022 dans la fonction publique territoriale, on sait qu'il y a environ 30%, c'est énorme, 30% des fonctionnaires de la territoriale qui vont partir à la retraite. Donc c'est un enjeu, ou en tout cas qui pourront partir à la retraite, encore faut-il qu'ils le demandent à taux plein. C'est un enjeu de renouvellement considérable. Donc il faut avoir en tête, que je suis certaine, toutes les collectivités ont en tête, mais c'est de dire comment on renouvelle derrière la fonction publique. Donc il y a cet enjeu de renouvellement des départs en retraite, il y a, vous l'avez souligné dans la question, l'enjeu de la compétence et du coup de l'accélération de la diversité des métiers. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet à la fois dans le renouvellement des métiers de la fonction publique, avec la question des concours et de l'accès, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas transformer les concours, la question de la formation initiale et de la formation continue, qui sont aujourd'hui très insuffisantes pour faire évoluer ses propres métiers, et la question pour l'agent de l'évolutivité de sa carrière, c'est de dire
Quelqu'un qui, par exemple, conduit dans un centre technique une balayeuse, on le sait, va le faire quelques années, puis va commencer à avoir des usures, notamment au coude. On le constate très souvent dans ce genre de pratique. Et on sait qu'il ne fera pas ça jusqu'à 60 ans. Donc c'est de dire comment on fait évoluer et comment on prépare cette évolution de carrière pour les agents. En tant que collectivité, l'agent lui-même dans sa prise de conscience, mais aussi dans l'offre de services et de formation que pourront proposer les CNFPT. Et la gestion, j'allais dire, des carrières par les centres de gestion. Donc il y a un vrai sujet de positionnement CNFPT, centre de gestion, dans l'évolution des carrières. Et il y a une prise de conscience des agents qui doivent eux aussi repenser leur dynamique de carrière. Et d'ailleurs, tous les jeunes qui arrivent dans la fonction publique territoriale ont ce désir d'évolutivité, d'avancée, de rebond, de mobilité globale. Donc on sent bien que le souffle est là, et il faut l'accompagner. Alors, l'autonomie des trois versants, et notamment la question de la fonction publique territoriale, pour moi, c'est pas le sujet, si j'ose dire. Parce qu'en fait, on a créé à l'Assemblée nationale un groupe de travail sur la fonction publique que je préside. Et un des axes de réflexion, c'est justement qu'est-ce qui fait l'intérêt général, qu'est-ce qui fait service public, qu'est-ce qui fait fonctionnaire. Et de façon à travailler sur ce qui fait socle et qui donne sens à tous ces fonctionnaires, qu'ils soient à l'État, à l'hospitalière ou à la territoriale. C'est-à-dire, quel est le sens de notre engagement? Donc pour moi, il y a quand même un corpus de valeurs qui recouvre ces trois versants. Et le deuxième travail que l'on va mener, ça rejoint peut-être un peu la question, c'est de dire finalement, qu'est-ce qui fait, en dehors de ce corpus de statuts et de valeurs, la spécificité de chacun des versants, et éventuellement dans l'état de chacun des corps, puisqu'on sait bien qu'on n'est pas à l'éducation nationale comme on est à la gendarmerie. Donc il y a ce sujet, mais l'objet pour nous n'est pas la poursuite de la distinction. Je crois qu'il ne faut pas se tromper, parce que c'est comme ça qu'on arrivera éventuellement aux propositions qui avaient émergé un temps de, par exemple, séparer l'évolution du point d'indice entre les trois versants. Bon, moi je considère que c'est une très mauvaise idée, et à partir de là, il faut garder le corps de la fonction publique, mais bien en comprendre les spécificités relatives. Voilà, donc ça reste secondaire dans l'approche. Ce qu'il faut surtout, c'est transformer, redynamiser, assouplir cette fonction publique pour trouver du sens et avoir du résultat en termes de qualité de service public. Les principes énoncés effectivement par Olivier Dussopt dans sa concertation en cours qui va durer toute l'année 2018 sont de 4 ordres. Je les rappelle parce que pour nous, dans notre groupe de travail, justement, je rebondis encore sur ce travail-là, on va arriver avec des chantiers transversaux qui viendront accompagner ces 4 axes. Donc 4 axes, je rappelle, le dialogue social à revisiter, introduire la part de rémunération au mérite, la mobilité et l'évolution des carrières, et puis évidemment le fameux recours au contrat. Sur ces 4 sujets, il y aurait des choses à développer et à dire, mais du coup je vais vous présenter plutôt les 3 axes que nous on va apporter à l'Assemblée nationale pour nourrir la réflexion du gouvernement et accompagner ces réflexions. Ils sont de 3 ordres. Tout d'abord la question managériale. Parce que le dialogue social, ça ne se fait pas qu'avec les instances. Ça se fait aussi au quotidien avec des chefs d'équipe de corps intermédiaires. Et quand je parle de management, je ne parle pas que des A à plus, j'allais dire, en haut de la pyramide. C'est vraiment de dire, dans les corps intermédiaires, ils ont cette fonction très importante du management, du leadership, de faire porter le message de ce que l'on va accomplir, mais aussi d'entendre et d'examiner la situation de chacun des agents. Je reviens à mon exemple au centre technique de cet agent qui a son problème de coude. Si je n'ai pas un chef d'équipe averti sur le management, sur les carrières, sur les enjeux, alors il ne percevra peut-être pas le malaise au bout d'un moment de cet agent qui va du coup peut-être être plus absent avec des contraintes médicales lourdes et on n'aura rien prévu, rien organisé pour sa gestion prévisionnelle. Le management, ce n'est pas 5 minutes à la machine à café. C'est une vraie compétence, c'est du temps, c'est une formation. Aujourd'hui, en fonction publique, c'est inexistant. Il y a quelques formations à l'ENA et dans les IRA pour les A, mais c'est bien tout. C'est nettement insuffisant à mon sens. Donc ça, c'est le premier axe, management. Deuxième axe, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui fait corps et sens pour l'intérêt général, service public, fonction publique, et qu'est-ce qui distingue les 3 versants, je ne vais pas revenir dessus. Et puis troisième axe, la question du numérique et de l'outil fonctionnel pour travailler. C'est une révolution qui est en cours largement dans la fonction publique territoriale. Et d'ailleurs, quand on visite les autres domaines
de la fonction publique, comme par exemple, je visitais la cour d'appel de Grenoble. Certains secrétariats n'ont pas d'ordinateur. Donc on est encore au papier, mais de façon très archaïque. Donc il y a vraiment des disparités. Là, pour le coup, en termes de services publics et d'accession au numérique, les collectivités territoriales ont su faire ce bond, ont su accompagner cette transformation, et c'est évidemment pour le meilleur, à la fois pour le fonctionnaire, à la fois pour le service rendu et donc pour l'usager. Alors, sur le statut, il n'y a aucun doute. Il y a peut-être eu un flottement au départ du mandat sur cette question du statut de la fonction publique. Aujourd'hui, Olivier Dussopt et Gérald Darmanin sont très clairs. Et nous sommes très clairs, et ça fait partie du préalable à notre travail à l'Assemblée nationale, que de dire on ne remet pas en cause le statut de la fonction publique. Parce que le statut de la fonction publique, ça n'est pas que l'emploi à vie. L'emploi à vie, c'est une conséquence. Mais le service public a du sens. Et encore une fois, rappelez-vous, un des 3 axes sur lesquels nous avons travaillé, c'est de redonner à l'ensemble des Français le sens du service public et à quoi sert l'intérêt général. Donc pour saisir à la fois nos agents, mais aussi les Français, de toute l'utilité des fonctionnaires et de ce statut. Donc une fois qu'on a dit ça, il ne s'agit pas de rester dans le statu quo. Encore une fois, l'idée c'est d'assouplir, de façon à ce qu'on puisse envisager de changer de collaborateur plus facilement dans les procédures administratives par exemple, lorsqu'on a besoin d'autres qualités ou qu'il y a des rapports interpersonnels plus compliqués. Aujourd'hui, on le sait, les collectivités le disent et l'expriment, c'est compliqué de gérer sa masse salariale dans le quotidien alors qu'on n'a aucun moyen finalement pour essayer de sortir par le haut, l'un comme l'autre, collectivité comme agent, d'un désaccord notoire au quotidien. Donc c'est un vrai sujet. La réflexion peut se porter sur le rôle du centre de gestion. Aujourd'hui, et moi je l'ai vu dans mon exercice, lorsque je propose à un agent une mobilité, qu'elle soit interne à la mairie ou externe, en lui disant bah voilà, je pense que tu as fait le tour dans notre collectivité, est-ce que ce ne serait pas intéressant pour toi d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour avancer, redonner du souffle à ta propre carrière et de l'intérêt à ton quotidien. Les agents le vivent encore trop aujourd'hui comme « Oh, tu veux me virer ?» Non, ce n'est pas le sujet. C'est pour le dynamisme de la collectivité et des services publics, c'est pour le dynamisme de votre carrière, il est intéressant de revenir aux fondamentaux de la mobilité. Et peut-être que le centre de gestion et le passage au centre de gestion qui aujourd'hui, on le sait, est vécu comme une sanction, comme une plateforme terrible pour les agents qui sont placés en centre de gestion, qui coûte une fortune aux collectivités, pourrait être réinventé comme une plateforme de réorientation, de reformation pour changer de métier. Pourquoi pas réfléchir ? Merci en tout cas d'avoir pris l'initiative de venir jusqu'à moi à Grenoble pour que je puisse donner un regard de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je crois que vraiment l'essentiel de ce qu'il faut retenir, c'est que même si le changement est toujours angoissant et fait toujours peur, sachez que de notre côté, à l'Assemblée nationale et chez Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, il y a une vraie prise en considération des inquiétudes, notamment dans le dialogue social qui est en cours avec les 9 syndicats. Donc le dialogue est en cours, tout le monde est autour de la table. Qu'il faut à la fois donner du souffle, transformer, révolutionner notre système de fonction publique et notamment des questions de formation et de mobilité, mais aussi rassurer et sécuriser les parcours. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous entendons et qu'en tout cas nous porterons vis-à-vis du gouvernement dans la réforme qui arrive pour 2019. Merci et au revoir, à bientôt.